Bon, eh bien, c'est parti pour une nouvelle petite vidéo. Je tourne donc le lendemain des résultats des élections présidentielles aux États-Unis. Voilà, je vais faire une petite vidéo là-dessus parce que, bah, ok, les États-Unis, c'est pas mon pays, mais ça va avoir des répercussions dans le monde. Du fait de la place des États-Unis dans l'économie mondiale, vu ce qui s'est passé, vu le contexte global actuel, ça va avoir des répercussions. En termes de politique intérieure, bah, la politique intérieure des États-Unis, je m'y intéresse moins parce que c'est pas mon pays, forcément. Bon, en revanche, je crois qu'en termes de droits des femmes et des minorités d'orientation sexuelle et de genre, alors l'arrivée de Trump au pouvoir, ça risque de poser beaucoup de problèmes. Sérieuses préoccupations concernant le droit à l'avortement, concernant le droit des transgenres, etc. Voilà. Après, bon, ça c'est aux États-Unis, c'est pas en France. Les États-Unis, c'est pas mon pays. Euh, Trump a gagné, donc non seulement les grands électeurs, il a aussi obtenu le vote populaire. Il y a une majorité républicaine au Sénat. Quant à la Chambre, alors je sais pas encore. J'ai juste vérifié vite fait, est-ce qu'on a les résultats pour la Chambre des représentants? Euh, Élections législatives États-Unis. Alors, je vais regarder. Il y a des endroits où les votes n'ont pas encore entièrement été comptés. Euh, euh, J'essaie de rechercher là, mais j'ai pas de. J'essaie de trouver des liens. Euh, Ok, 2024. Bon, je suis sur la page. Euh, Bon, le résultat pour la chambre, on les a pas encore. Bon, bah, on saura ça plus tard. Bref, la politique intérieure, donc ça m'intéresse pas tellement. On va plutôt se préoccuper des répercussions internationales. Déjà, alors, concernant l'Ukraine. Trump a dit qu'il voulait laisser tomber le financement de l'Ukraine. Bon, il y a ce qu'il dit et ce qu'il va faire ensuite. Trump, il peut pas gouverner tout seul, et il y a une partie du parti républicain qui considère qu'il faut toujours soutenir l'Ukraine. Du coup, ce qui est envisageable, c'est que le soutien à l'Ukraine continue à s'essouffler, mais sans s'arrêter complètement. Je pense qu'à ce niveau-là, il sera obligé de faire quelques compromis. Bon, après, on sait bien que Trump, c'est un peu une forte tête, il aime pas qu'on contredise, notamment que là, il est devenu président. Il est devenu président qui plus est à la suite d'une vague rouge, du coup ça va pas l'inciter au compromis, au contraire. Du côté russe, après, ils l'ont pas félicité au moment de son élection parce qu'ils attendaient des actes concrets. Donc du côté russe, ça met la pression sur Donald Trump pour avoir des concessions de sa part concernant l'Ukraine. Bref. Euh, Du coup, concernant l'Ukraine, alors c'est une mauvaise nouvelle pour l'Ukraine. Après, ça veut pas forcément dire que le soutien va tomber à zéro. Ensuite, le Proche-Orient. Netanyahou s'est ouvertement réjoui de l'élection de Donald Trump qui n'avait pas hésité à soutenir, parce que l'élection de Trump, c'est la promesse d'un soutien plus appuyé des États-Unis à Israël. Déjà que les États-Unis soutenaient largement Israël, hein, bah là, vu que Trump est élu, Israël pourrait se sentir pousser des ailes parce que Trump va soutenir de façon quasi inconditionnelle.
Sachant que dans le parti républicain, il y a une nette influence des groupes évangélistes qui, eux, sont des soutiens fanatiques d'Israël. Du coup, en fait, l'élection de Trump, ça pourrait inciter Israël à aller plus loin dans ses opérations militaires, ce qui accroît le risque d'embrasement. Bon, il y avait eu des échanges de tirs entre Israël et l'Iran. On n'avait heureusement pas basculé sur la guerre directe ni sur les frappes nucléaires. Mais attention, si Trump est au pouvoir, ça pourrait jouer un rôle de catalyseur. Ça pourrait contribuer à l'escalade du conflit. Sachant qu'il y a déjà eu une forme d'escalade avec l'entrée en guerre d'Israël contre le Hezbollah au Liban. Le conflit s'est déjà escaladé sous Biden, mais avec Trump, ça pourrait aller encore plus loin. Il y a toujours un risque. Attention. Enfin, euh, il y a le Pacifique. L'arrivée de Trump au pouvoir, ça va accélérer la montée des tensions avec la Chine. Éventuellement, davantage de protectionnisme, de guerre économique à l'encontre de la Chine, pour tenter de l'empêcher de prendre l'ascendant sur les États-Unis. Bref. En revanche, alors, l'élection de Trump, c'est une chose, mais ça fait pas tout. Que c'est... là, c'est Trump qui est élu, mais si c'est... Là, c'est Trump qui est élu, mais si ça avait été Kamala Harris, ça n'aurait pas changé la nature fondamentale des États-Unis. C'est simplement qu'avec Kamala Harris, il y aurait eu un peu plus de statu quo, là où avec Trump au pouvoir, ça va jouer un rôle d'accélérateur. L'élection de Trump, en fait, ça va simplement accélérer des tendances qui se déroulent déjà. C'est-à-dire le pivot géostratégique des États-Unis contre la Chine, plus la priorité de l'engagement au Proche-Orient envers Israël par rapport à celui en Europe de l'Est du côté d'Ukraine. Parce que Israël, c'est prioritaire sur l'Ukraine, que ce soit Trump ou Harris, et Trump, ça va simplement accroître une tendance qui existe déjà. Voilà, l'élection de Trump, ça va avoir des répercussions, mais plus en tant que catalyseur, en tant qu'accélération de tendances qui sont déjà présentes et qui seraient d'une manière ou d'une autre déroulées sans lui. Voilà. Euh, Ensuite, le fait que Trump puisse se désengager en Europe de l'Est, ça fait qu'il y en a qui disent oui, nous, Européens, nous allons nous prendre en main pour soutenir l'Ukraine, pour faire une Europe de la défense, pour renforcer le processus d'intégration européen et mon cul sur la commode. Bon, ça, c'est bidon. Je vais vous rappeler pourquoi. L'Union européenne, il y a beaucoup de divergences d'intérêts entre les différents pays. D'autant plus que ça s'est étendu. Tous les pays ont des intérêts qui sont nettement divergents à l'intérieur, et du coup, il ne pourra pas y avoir un renforcement de l'intégration. D'autant plus que les intérêts concernant la Russie sont pas les mêmes. Du côté de la Pologne et surtout du côté des pays baltes, ça incite à davantage se regrouper contre la Russie. Du côté de la Pologne et des pays baltes, ils souhaitent une politique davantage tournée contre la Russie. Sauf que du côté de l'Allemagne, bah, ils commencent à regretter l'époque où, grâce au gaz russe pas cher, leur industrie fonctionnait bien. Et du côté allemand, si les États-Unis laissent tomber l'Ukraine, il est fort probable qu'ils emboîtent le pas et qu'ils instaurent une sorte de trêve économique et que l'Allemagne instaure une sorte de trêve économique avec la Russie pour donc lever des sanctions mutuelles et assainir leur économie, parce que là, l'économie allemande a du mal, et notamment son industrie. L'industrie allemande est capoute. L'industrie allemande souffre. C'est lié aux sanctions contre la Russie, aux contre-mesures de celle-ci, notamment concernant l'énergie, et au fait que Nord Stream bah, soit out. Et du côté allemand, bah, du côté des milieux industriels, bref,
l'Allemagne pourrait souhaiter un réchauffement de ses relations avec la Russie, contre l'avis de la Pologne et des pays baltes, et de l'Ukraine aussi, mais bon, l'Ukraine n'est pas encore dans l'UE. Mais bref, on voit bien qu'il y a des divergences d'intérêts. L'Union européenne n'est pas une puissance fédérale et ne peut pas en devenir parce qu'il y a trop de divergences d'intérêts entre les pays, parce qu'il n'y a pas d'homogénéité culturelle entre les États. Au niveau des États-Unis, à l'échelle des États, il y a un minimum d'homogénéité. Je dis au niveau des États parce qu'au niveau local des quartiers, c'est très communautariste, mais ce communautarisme est local aux États-Unis. Entre les différents États, il n'y a pas les mêmes différences qu'il y a entre les différents États de l'Union européenne. C'est pas la même chose. Ensuite, davantage d'Union européenne, ça serait davantage de libre-échange interne, de mise en concurrence interne, etc. Ça, c'est dévastateur et c'est régressif. Ça pousse au moins-disant social, fiscal, environnemental. C'est clairement pas la voie qu'il faut prendre. Au contraire, il faut aller dans l'autre sens. Il y en a qui parlent qu'il faudrait faire une planification économique sur le modèle des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale pour soutenir l'Ukraine. Alors certes, quand les États-Unis avaient fait ça à l'époque, ça leur avait permis de faire exploser leur production militaire, ça les avait aidés à s'industrialiser et à devenir la première puissance mondiale. Enfin, d'abord du bloc de l'Ouest, puis mondiale suite à la chute du bloc de l'Est. Ok, sauf que déjà, alors d'un point de vue environnemental, on ne doit pas chercher le produire toujours plus, hein, voilà. Et mais je veux dire, faire une véritable politique de planification industrielle dans le cadre des traités européens, c'est impossible. Parce que les traités européens imposent du néolibéralisme, de la mise en concurrence, des privatisations, etc. Ça empêche de faire une vraie politique de planification. C'est pas possible de faire ça dans le cadre de l'UE. Et l'UE, bon, pour réformer l'UE, faut réformer les traités, et ça ne se fait qu'à l'unanimité. C'est pas envisageable. Bref, les fausses solutions européistes, bah, c'est des non-sens. Ouais, donc déjà, davantage d'intégration économique, ça va être régressif. Une Europe de la défense, ça n'a aucun sens à cause des divergences d'intérêts. Ensuite, alors l'Europe de la défense avec l'Allemagne et la Pologne qui achètent des trucs états-uniens au niveau des avions. Bah tiens donc, comment dire? Où elle est l'Europe de la défense là-dedans? Faut arrêter de se moquer du monde. Je suis en train de regarder certains tweets là. Euh, ouais, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? L'Union européenne, on voit d'ailleurs que derrière l'union de façade qu'il y avait eu au début de la guerre, ça, ça, ça a de plus en plus divergé ensuite. La politique intérieure a repris ses droits, les divergences d'intérêts aussi. Bah oui, il faut pas se leurrer. Euh, attendez. Euh, je fais une petite recherche Twitter là. Voilà. Euh, 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 non, je trouve pas. Euh, ah mais attendez, je vais revenir. Je vais revenir sur mon truc. Ah,
Alors, l'ERN qui montre là encore que c'est une farce, qui n'ont rien de nationaliste, qui sont vendus à l'européisme. Bardella qui tweet comme si c'était Macron ou Gabriel Attal. Oui, Français européens, on doit repenser notre rapport à la puissance et à l'autonomie stratégique, on doit nous défendre par nous-mêmes. Politique énergétique, protection de nos intérêts et de nos identités, préférence européenne de défense, lutte contre la concurrence internationale déloyale, soutien à machin truc. Nous devons prendre notre destin en main, mais ça a dit français européen. On dirait des macronistes, sérieux. Bon, le RN, c'est une farce, hein. Bon, ça, je veux dire, je le sais depuis plusieurs années à titre personnel. C'est n'importe quoi. Préférence européenne en matière de défense. LOL. Et il y croit en plus, ça préfère acheter états-unien. Puis bon, nous, de toute manière, je veux dire, on est bien de notre côté à faire nos trucs de notre côté en France. Le Rafale, comme avion, ça a été dur à concevoir, ben c'est un avion qui marche bien. Là, pour le remplacer, ça parle de faire le SCAF avec l'Allemagne, mais ça suppose de partager des trucs secret défense avec elle, alors qu'il y a des divergences d'intérêts, alors que le couple franco-allemand est une chimère. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Lutter contre la concurrence internationale déloyale, sachant qu'il y en a déjà énormément dans le cadre de l'Union européenne. Faut arrêter de se voiler la face, c'est qui ce guignol? C'est en train de devenir l'UMP, putain. Moi, il y a quelques années, je disais le RN c'est en train de devenir le RPR en fait. Je disais en fait le programme du RN c'est celui du RPR d'il y a 30-40 ans. Mais là c'est en train de devenir l'UMP. C'est en train de devenir l'UMP, putain. Le RN c'est le retour de l'UMP. Et Bardella c'est une espèce de sous-Sarkozy. Bon ça je crois que j'ai déjà dit. Bref. Médiocrité générale du camp politique. Bon, j'avais déjà parlé du tournant bonapartiste qui vient et de l'incapacité du RN à incarner ce tournant. Pour moi, ça sera autre chose. Bref. Alors, j'ai parlé donc élection États-Unis, très brièvement de la politique intérieure, répercussions à l'international vu que ça nous intéresse davantage. Bon, à propos, moi je me rappelle que quand Trump avait été élu en 2016, ça avait choqué des gens, mais moi j'avais vu que sitôt après son élection, il avait sabordé le TAFTA. Et quand il avait sabordé le TAFTA, donc le traité de libre-échange avec les États-Unis à l'époque, qu'il ait sabordé ça, bah moi j'étais très content. Parce que ce truc-là, allait nous enculer au niveau agriculture, élevage, etc. Ça a été liquidé et c'était une bonne chose. Voilà, voilà. Euh, bref. Ouais, tous les guignols européistes qui souhaitent que, oui, le fait que Trump nous envoie bouler, ça nous incite à prendre notre défense en main, à faire enfin, ça nous incite à prendre notre défense en main, nous Européens, à faire un OTAN européen, à consolider l'intégration dans le marché commun, gna gna, et mon cul sur la commode, alors que bon, je me répète, l'OTAN européen, à cause des trop grandes divergences d'intérêts, ça peut pas advenir. Le marché commun, bah, c'est régressif en fait. Euh, faut arrêter de croire que le libre-échange serait progressiste. Ça, c'était ce que croyaient les socialistes il y a un siècle et demi, mais il faut changer de vision. Déjà, Jaurès, il a compris que c'était un peu plus compliqué que ça à son époque, mais aujourd'hui, le libre-échange, ça va plus apporter grand-chose, sinon du moins 10 ans de tous les côtés. C'est fini. On n'est plus à la même époque là. On n'est plus à l'époque où le protectionnisme était conservateur et défendait les intérêts des vieilles classes profitantes. Là aujourd'hui, en fait, il n'y a plus rien qui est conservateur. Le libre-échange, ça l'est pas complètement de fait parce que ça introduit des perturbations de tous les côtés.
Mais remettre du protectionnisme, ça ne serait pas conservateur dans le contexte actuel, vu. Ça ne ferait pas du tout inciter à la préservation du statu quo, au contraire. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas de faire du protectionnisme réac, il s'agit de le faire de façon socialiste. Mais bon, faut pas compter sur notre gouvernement pour penser à ça. Euh, Bref, est-ce que j'ai autre chose à dire? Ah! Euh, Concernant la guerre, alors, bon, la Russie continue à avancer au sud-est de l'Ukraine. La Russie, après avoir fait sauter Vuhledar dans le sud, a récupéré de la mobilité, ce qui lui permet de contourner les villes pour les encercler et les faire tomber avec moins de pertes, moins de consommation de munitions et sans aplanir tous les bâtiments. Ça leur permet d'aller plus vite, beaucoup plus vite que bah, quand on compare avec Bakhmut par exemple, ou Advivka. Bref, la Russie récupère de la mobilité dans le sud-est. Elle est en train de elle est en train de refermer une nasse sur Kourakové. Au nord-est, la Russie se rapproche de l'Oskil à côté de Kupiansk, qui risque de se retrouver à demi encerclée. Bref, au nord et au sud, l'Ukraine a du mal. En revanche, de l'est, au niveau des forteresses du Donetsk, ça tient. En revanche, le risque, c'est que la Russie cherche à contourner ces forteresses pour les prendre par derrière, à revers, en créant une gigantesque poche. Du coup, attention. Euh, du côté d'Israël au Liban, alors je suis beaucoup moins l'affaire, mais il paraît qu'Israël lance des attaques, mais elle n'a pas réussi à vraiment prendre de terrain. Israël manquerait de soldats, etc. Bon, bref. Ah, une dernière chose. Les BRICS se sont réunis à Kazan. Et il en est ressorti qu'ils vont créer des institutions financières et monétaires communes. Ces institutions, ces institutions visent à leur permettre d'effectuer toutes leurs transactions commerciales et financières de leur côté sans avoir à passer par des instances occidentales. Alors, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est tourné contre l'Occident. Les BRICS, ce n'est pas quelque chose d'homogène. La Russie et l'Iran, par exemple, souhaiteraient que les BRICS deviennent davantage anti-Occident, mais ce n'est pas du tout ce que veulent le Brésil et l'Inde, qui souhaitent au contraire conserver de bonnes relations avec l'Occident. Mais dans l'ensemble, il y a un souhait du côté des BRICS de pouvoir gagner en autonomie par rapport à l'Occident. Et ça pourrait avoir des répercussions sur le long terme. Notamment, l'usage de l'euro et du dollar dans le monde pourrait baisser. Le dollar va rester une monnaie importante, hein, mais elle pourrait perdre la majorité. Et si le dollar est moins important, les États-Unis, bah, ils auront du mal à financer leurs dettes sur le dos des autres. Et ça pourrait leur donner de sérieux problèmes financiers. Bon, là encore, c'est au stade de projet, on ne sait pas encore trop ce que ça va devenir. Il y a des contradictions à l'intérieur des BRICS, je viens de parler des relations à l'Occident. Il y a aussi donc la rivalité entre la Chine et l'Inde. C'est des vieilles puissances rivales. Déjà, avant l'industrialisation, l'Empire chinois et les empires indiens, c'était des grandes civilisations rivales qui se partageaient la majorité de la production manufacturière. Là, on est en train de revenir à ce genre de situation aujourd'hui, et la rivalité multiséculaire, elle se poursuit. Bon, à l'époque où les deux pays étaient colonisés et subissant la domination occidentale, cette rivalité était moins là, hein, nécessairement. Mais là, une fois que ces pays ont récupéré d'indépendance réelle, bah, ça a été de retour. Et l'Inde pourrait profiter d'un certain soutien des pays occidentaux pour essayer de contrecarrer l'ascension de la Chine. Mais l'Inde pourrait quand même avoir quelques difficultés géopolitiques, bref.
On va voir comment ça va se passer. Je vais moins en dire sur cette vidéo. Voilà. Petit point donc sur l'élection des États-Unis, parler des répercussions, parler d'une pitrerie du RN, donc de Bardella. Sérieux, ce type, c'est un sous-Sarkozy, il me dégoûte. Je suis à 25 minutes de vidéo, on va rester à moins d'une demi-heure, hein, on va pas faire trop long cette fois. Bon bah à plus, au revoir.